Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée au caractère de Jean de la Bruyère, qui est au programme de français cette année en première. Et pour cet épisode numéro 3, nous sommes toujours en compagnie d'Anthony Sauron, spécialiste de Jean de la Bruyère. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Alors, dans ce troisième épisode, tu nous proposais d'aborder un point qui me paraît effectivement fondamental, voire crucial, qui est celui de la structure et l'organisation des caractères. On évoque communément la notion de fragment, donc ça peut intriguer effectivement les élèves. Comment est organisé ces caractères? Il me semble que dans l'épisode précédent, tu évoquer cette singularité de cette œuvre, en ce sens que l'on pouvait aller un petit peu à saut et à gamba dans différents fragments. Explicite-nous un petit peu comment Jean de la Bruyère a décidé d'organiser son œuvre. Alors pour t'expliciter ce que tu me demandes, j'ai envie de commencer par le commencement, parce que le problème, c'est que quand on parle d'un auteur, on ne le situe pas toujours très bien et à quel moment il écrit. En l'occurrence, Jean de la Bruyère, il faut quand même s'en souvenir, donc il est né en 1645, il est mort en 1696. Donc ça, c'est très important. Ce qui est très important aussi, et nos élèves savent faire des calculs, donc la première parution des caractères, c'est en 1688, soit 8 ans avant la mort de l'auteur. Ça veut dire qu'il a un succès tardif, et ça veut dire que ça a été préalablement un observateur de cour très assidu, c'est-à-dire qu'il a eu le temps d'observer ce qui se passait. Alors on peut supposer qu'il a écrit des petits fragments, des petites notes, des petits brouillons, c'est important ce que je dis par rapport à la suite, et qu'ensuite il a mis tout ça sur papier et qu'il a cherché à l'organiser. Deuxième élément qu'en général on sait peu, c'est que les caractères, ça a été une forme de best-seller dans le milieu lettré versaillais en particulier. Il faut quand même se souvenir qu'il y a 5 éditions des caractères du vivant de la Bruyère, donc ça progresse, il y a des éditions posthumes. En tout, on est arrivé à 9 éditions, ce qui est quand même remarquable quand on y réfléchit, pour un texte qui a commencé de paraître en 1688, et je répète, l'auteur meurt en 1696. Donc ce qui est très intéressant, c'est que la Bruyère est l'homme d'une seule œuvre. C'est-à-dire que son travail va consister à reprendre inlassablement ses caractères. Alors tu pourrais me dire, il les reprend pourquoi ? Il les reprend pour les corriger, pour les... Ouais, voilà, mais je me doutais que la question allait venir, donc je la devance. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est pas simplement corriger, c'est augmenter. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, dans le langage éditorial, des éditions augmentées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il ajoute un certain nombre, pour reprendre ton terme, de fragments. Voilà, ça, c'est déjà un premier point. Donc c'est un livre qui grossit, en quelque sorte, du vivant de l'auteur. Ça, c'est déjà un premier point. Alors là, je m'arrête, je fais l'élève qui lève la main et qui t'arrête à chaque fois dans la progression de ta réflexion. Alors, non, mais je sais bien que tu sais faire parfaitement l'élève, moi aussi. Un jour, on va inverser les choses d'ailleurs. C'est très drôle ça. Donc ça veut dire que s'il augmente sans cesse, c'est qu'il modifie son jugement, son observation, ou il l'amplifie parce qu'il devient de plus en plus pointilleux dans ce qu'il regarde dans la cour, chez ses courtisans. Alors, il y a plusieurs réponses à te donner, mais encore une fois, je m'appuie sur ce qu'on a déjà pu dire. Si on se rappelle bien, si nos auditeurs se rappellent bien des épisodes précédents, on avait dit qu'il s'inspirait de Théophraste. Et on avait dit qu'au début, plutôt, c'était une présentation de son travail un peu à l'ombre de Théophraste. C'est-à-dire même dans la première page la première édition des caractères, il faut quand même rappeler qu'à la limite, son œuvre à lui, originale, elle est en petit. Ce qu'on voit surtout, c'est traduction de Théophraste. Donc ça, c'est très important. Mais il faut bien imaginer la situation. À mesure que le temps passe, et à partir de la première publication, il y a une sorte d'attirance vers cette œuvre. Donc les lecteurs commencent à se dire « Ah ouais, c'est intéressant, ça me plaît, on en discute, etc. » Donc qu'est-ce qui se passe naturellement ? La Bruyère, il va commencer à se mettre en avant par rapport à Théophraste, et même, je dirais que le pauvre Théophraste, il va le laisser derrière. C'est ça qui est intéressant. Donc, son œuvre, en quelque sorte, va prendre de l'ambition. Et il va se rendre compte que sa stratégie, qui est d'examiner les caractères de son siècle, est une stratégie qui plaît, et de fait, qui lui permet vraiment d'explorer, on va dire, l'humanité de son époque de façon très précise, rigoureuse et approfondie. De là,
on peut considérer que très certainement, la bruyère va compléter, affiner et quelque part aussi se doter d'un plan, c'est-à-dire d'une espèce de logique de construction. Ouais, comme un synopsis, Tu as quoi. employé le mot fragment. Oui. Oui, c'est ça. Parce que en fait, tu vois, lors de notre dernier épisode, on se posait la question de qu'est-ce que c'est que moralisateur, Oui, etc. oui. Là, ici, on emploie le mot fragment. Mais qu'est-ce que ça Mmh. veut dire un fragment? Bah oui. Ça peut être connoté très négativement. C'est-à-dire que ça voudrait dire des petits bouts. Hein, voilà. Oui, Donc, quelque chose en de gros, on pourrait parcellaire, dire. un peu Ah d'éclaté, ouais. pas fini. Et puis je peux te dire, alors je suis pas, tu m'as présenté comme un spécialiste de la bruyère. Moi, je suis un amoureux de la bruyère. C'est pas tout à fait la même chose. Oh là là, Et désolée, ça change non, mais tout. c'est pas grave. Ça change Ça tout. change tout. Mais oui, parce qu'en fait, je lis la bruyère comme peut-être au XVIIe siècle on lisait la bruyère, Ouais, c'est-à-dire c'est je lis ça. des petits bouts et je trouve ça très intéressant. Mmh. Mmh mh. Et pourquoi je te dis ça? Parce que un auteur à succès au XVIIe siècle, c'est le cas de la bruyère, Mmh. bah, il s'en prend plein la figure. Hein. On va le Mmh. critiquer, on va le jalouser. Et parmi les critiques Mmh. qui vont être prononcées à l'encontre de la Mmh. bruyère, il y a justement le fait, ah oui, mais votre œuvre, elle est fragmentée, vous parlez de tout, de rien, ça part dans tous les sens, Oui, il y a etc. pas de Donc ce sont des structure. critiques qu'on a. Mmh. Exactement. Donc c'est quelque chose qui va être une critique et qui Mmh. pourrait être un élément critique a priori de cette Mmh. œuvre, Mmh. y compris pour nos auditeurs et lecteurs qui vont se dire ouais mais attends il passe de ça à ça, on n'est pas dans la même histoire, moi j'ai pas du tout l'habitude de lire ça. Mmh. Donc cette dimension fragmentaire elle doit être prise en compte Mmh. dans un premier temps. On peut la trouver on peut trouver ça critiquable, Mmh. hein, mais ensuite il faut réfléchir. Et là, on arrive au deuxième point du problème et au cœur de ta question. Allons-y. Moi, quand je lis les caractères, je vais à la table des matières. Bah oui, moi Et qu'est-ce aussi. que je vois? Et oui, et je vois qu'on a des titres qui Ouais. sont là. Donc, alors, les programmes ne reprennent pas, heureusement pour nos élèves, Oui. toutes les parties des caractères. Mais enfin, je prends quelques exemples, des biens de fortune, de la ville, de la cour, des grands, du souverain, puis on va aller jusqu'à de l'homme, des L'homme. jugements, de la mode. J'en dis plus que Oui. le programme volontairement, que nos élèves ne s'effraient pas. Est-ce que Mais ça, c'est des qu'est-ce qu'on peut se dire? chapitres? Est-ce qu'on peut parler de chapitres pour les élèves? Oui, non, mais là, de toute façon, le correcteur ne viendra pas les embêter là-dessus. Ah, on sait jamais. Oui, oui, mais là, je pense qu'on peut simplement dire effectivement que c'est chapitré. Mmh. En tout cas, qu'il y a, tu sais, on peut employer le mot chapitre, on peut employer Mmh. le mot section, Section. euh, on peut, on peut jouer là-dessus. Mmh. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des groupements thématiques. Mmh. Par exemple, Voilà. j'imagine bien, si je regarde la table des matières, de la ville, ben, on va me parler des gens de la ville, de la cour, on va me parler des gens de la cour, et puis on remarque des grands. Tiens, ça c'est étrange. Des grands, qu'est-ce que ça veut dire? Mmh, mmh, mmh. Du souverain ou de la République. On voit bien qu'on n'est pas sur les mêmes thématiques. Mmh. Ça veut donc dire que déjà, sur le plan structurel, la bruyère construit en quelque sorte des blocs. Voilà, Mmh. Des des cibles blocs bien thématiques. bien précises. Exactement. Mmh. Alors la question, c'est de savoir s'il y a une progression. Voilà. Il y a probablement une progression parce on peut voir par exemple Mmh. qu'on va de la ville Mmh. à la cour, on va au grand, on va au souverain. Voilà. Ces simples 4 parties, pour aller même vers de l'homme, on a presque l'impression, voilà, on avance. Hein. Donc la ville, Oui. ça serait plutôt une population plus commune, entre guillemets. Hein. Mmh. De la cour, on en a déjà parlé, c'est une micro-société très spécifique. Des grands, On pourrait là, passer c'est de Paris on passerait de Paris à Versailles, là, somme toute, entre de la ville, de la exactement, cour. déplacement géographique, par Voilà. exemple. Oui, Oui, tout à oui. fait. Voilà. Et des grands, on voit bien qu'on s'approche des hautes sphères de la société. Et donc, quand on dit haute sphère, ça veut dire qu'on s'approche des gens au plus près du roi. Hein, Le parce que pouvoir. il y a cette société, voilà, on arrive à l'idée de pouvoir. Donc ça, c'est intéressant. Mmh. C'est intéressant aussi qu'il s'intéresse au souverain, Mmh. donc à Louis XIV, et puis ensuite qu'il passe à des choses plus générales sur l'homme en Mmh. général. Donc tu vois que ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, ces parties lui permettent d'examiner en fait divers aspects de sa société Mmh. sous un angle plus ou moins général. Hein. Quand on dit Mmh. de l'homme, forcément c'est un peu plus général. Quand on dit de la cour, on voit bien qu'on cible quand même des comportements d'une micro-société très précise. Est-ce qu'on va alors du Voilà, particulier à l'universel? Est-ce qu'on peut dire ça? Effectivement, passer on peut dire court ça, à de on l'homme. peut dire ça. Moi, je pense qu'il ouais, je pense qu'on peut le dire. Moi, j'aurais toujours des formules, ça, c'est à nos auditeurs, je Mmh. leur redis tout le temps.
on peut dire tout en fait, presque. Alors je ne devrais pas dire ça, mais on peut presque tout dire dans une disserte à condition d'être modalisé dans sa pensée. Voilà, ce que tu disais dans l'épisode J'affirme précédent. que Oui. Mmh. J'affirme que ça marche pas. Si tu dis par exemple, on pourrait par exemple, Oui. ou on pourrait voir comme structure ou comme progression, l'idée on aille par exemple du Mmh. particulier à l'universel. Le simple fait d'avoir modalisé sa pensée Au fait qu'on conditionnel. voit bien que voilà, c'est ça, Voilà. on 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 est pourrait. un peu dans la nuance Mmh. et on se fait pas étriller par le correcteur. Si Mmh. on est dans une affirmation: «Moi je pense que, la vérité c'est que», bon là Mmh. non, ça marche pas. Oui, on pourrait dire que parce qu'on a la preuve, probante qu'il y a le titre de la cour, des grands, et cetera. Ouais. Mmh. Mmh. Exactement. Mmh. Donc ça me semble un point, évidemment très important. Alors il y a un autre point qui est évidemment important, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, on part de 1688 et on arrive à 1696. La Bruyère, il ne vit pas hors du temps, hein, Mmh. c'est ce qu'il nous montre d'ailleurs. Il Mmh. observe les gens de son époque, mais il observe aussi une époque qui bouge. Et je Oui. crois que nos élèves, il faut qu'ils comprennent ça. Mmh. Il meurt, La Bruyère, à la fin du XVIIe siècle. Oui. Ça veut dire qu'il est à l'aube du siècle des Lumières. Mmh. Ça veut dire qu'on est dans une période très particulière, où il y a beaucoup de changements dans Mmh. la société. Mmh. Et bizarrement, La Bruyère, c'est pas un révolutionnaire du tout. Il n'a pas l'intention de couper la tête à Louis XIV, hein, ce que nos élèves se rassurent ou s'en inquiètent. C'est pas du tout un révolutionnaire. Mmh. Mais par contre, il est un précurseur des philosophes des Lumières dans une certaine mesure par rapport à la critique qu'il Ouais. formule de la société. Mmh. Et ça, c'est Mmh. intéressant. C'est-à-dire Mmh. qu'il est un peu réac par certains côtés, hein. Il est vraiment dans une mouvance très catholique, ceux qu'on a pu appeler les dévots, hein, Oui. c'est-à-dire qui sont vraiment des gens qui sont très accrochés à la religion. Son groupe avec Bossuet, ce ne sont pas des gens qui sont très libertaires, Mmh. incontestablement. Mais il y a la volonté quand même d'avoir un regard lucide et critique sur sa société. Ouais. Donc j'ai envie de dire que ce qui l'intéresse, c'est de porter son regard critique sur tous les pans de la société de son temps, en Mmh. quelque sorte. Mmh. Mmh. Et tout au long des rééditions, eh bien, on voit qu'il complète ce panorama, qu'il le précise, et Il surtout, augmente aussi, comme tu dis. il augmente, Ouais. et il augmente c'est un peu comme si on pouvait dire une sorte d'arbre qui se construit avec des embranchements, Mmh. mais la métaphore de l'arbre aurait un défaut, c'est qu'on aurait l'impression que les branches sont toutes les mêmes. Mmh. Or, en réalité, chez La Bruyère, dans les Mmh. caractères, les branches ne se ressemblent pas, puisqu'on a des remarques, des maximes, des portraits très longs, des portraits plus courts. Mmh. On a un peu tout ça qui se combine, et ce qui fait en fait qu'on a beaucoup de variété en fait Mmh. dans les textes. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on peut appeler à ce moment-là, les caractères, au regard de ce que tu viens de dire, comme, on pourrait la nommer comme une œuvre polymorphe, c'est-à-dire qu'elle prend plusieurs aspects, plusieurs formes? Est-ce que les élèves pourraient dire ça? Oui, elle prend plusieurs formes dans tous les sens du terme. Mmh. C'est-à-dire que, il y a comme une espèce de volonté, alors je vais faire attention à mes mots, mais c'est comme un exercice de style, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut se renouveler. J'insiste Mmh. Mmh. beaucoup. Ce qui est intéressant dans les caractères, c'est que ça se renouvelle. Si on lisait plusieurs caractères consécutivement, Mmh. si Mmh. on demandait même à un comédien, de lire Oui, plusieurs caractères consécutivement, on s'apercevrait que la tonalité n'est pas la même. ouais, C'est-à-dire qu'on change de tonalité. on Et c'est ça change. qui est génial. Mmh. C'est comme si tu Mmh. assistais, encore une fois, Mmh mh. j'emploie des mots très simples, mais c'est pour que nos élèves Mmh. le comprennent bien. C'est comme si on avait des sketchs, en quelque sorte, par moment. C'est-à-dire, on a un Ouais. petit sketch sur un personnage. Donc là, c'est plutôt amusant. Et puis ensuite, on va se retrouver sur une Mmh. maxime qui est plus sérieuse. Vous voyez, Mmh. on joue sur les Les tonalités. tonalités, les Et c'est ça qui est registres. extrême. Ouais. C'est ça qui Voilà, fait c'est un ça. peu, alors je continue un peu dans ton idée du sketch, c'est presque un show que nous fait Jean de la Bruyère. Oui, C'est bien presque. sûr. Alors, il y a plusieurs choses en fait dans le mot show, parce que il y a un petit truc qu'on a oublié, c'est qu'on se dit, mais alors attends, les caractères de La Bruyère, ok, il parle d'autrui, il parle Mmh. des autres, mais alors Mmh. lui, il est où dans cette affaire? Bah oui, c'est ce que j'allais te demander justement, il est où? Il se situe où là? Ah, grande question, parce que là, on l'a pas dit sur le plan Mmh mh. biographique, mais il faut quand même rappeler que La Bruyère, Mmh. c'est pas un noble au départ, Et non. c'est un bourgeois. Et oui. Alors tu C'est peux un tu peux apporter bourgeois. la nuance parce que bien souvent, les élèves ne voient pas justement cette nuance ou cette différence
surtout au XVIIe siècle, entre le noble et le bourgeois. Effectivement, c'est un élément à prendre en considération par rapport à sa place dans son œuvre. Donc c'est quoi un bourgeois? C'est Alors quoi un déjà, noble? un bourgeois, étymologiquement, c'est Oui, celui qui vit dans le qui bourg, c'est habite le celui qui bourg. donc vit dans la ville Ouais. et qui n'a pas une ascendance noble. Mmh. C'est-à-dire, il n'a pas eu un duc, un comte, tout Oui. ce que tu voudras dans sa famille, donc Mmh. il n'est pas d'une ligne Mmh. noble. Mmh. Ça, c'est déjà un premier point. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, on peut être bourgeois et avoir beaucoup d'argent, bien sûr, mais on n'a pas cette ligne de noblesse. Mmh. Donc ça peut être un problème, notamment à une époque où ce qui compte essentiellement, c'est la noblesse. Mmh. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais plus Mmh. tard, plus la société va évoluer, plus le nombre de bourgeois va prendre l'importance et plus Mmh. ce groupe sera important. Mais Oui. là, à l'époque de La Fontaine, il est bourgeois. Donc la difficulté, c'est de rentrer dans le monde de la cour et dans le monde de la noblesse. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un point très important. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va critiquer la cour en n'étant pas, en fait, issu de la Mmh. noblesse. Il y est venu vers cette cour sans être noble. Il faut quand même rappeler qu'il a été précepteur, il donnait des Oui. cours, tout simplement, Ouais. dans la famille d'un noble qui était le grand Condé, Mmh. qui était une grande personnalité de l'époque de Louis Ouais. XIV, Mmh. et il va rentrer petit à petit dans ce monde un peu, voilà, pas à pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que n'étant pas de ce monde, il a un regard beaucoup plus aiguisé, en Mmh. quelque sorte. Mmh. Et c'est ça qui va faire sa force. Mmh. Il y a d'ailleurs, Donc, enfin, oui, c'est une petite ouais. citation, enfin, c'est pas une citation, mais c'était, l'abbé d'Olivet, qui était l'historien de l'Académie française, qui va écrire, bien plus tard, en 1729. Je trouve que la présentation de La Bruyère, du caractère de La Bruyère est intéressante, puisqu'il dit, il ne alors c'est, donc ne cherchant, parlant de La Bruyère, il dit: «Ne cherchant ni ne fuyant le plaisir, toujours disposé à une joie modeste et ingénieux à la faire nette, poli dans ses manières, sage dans ses discours, craignant toutes sortes d'ambitions, même celle de montrer de l'esprit.» Je trouve que Mhm. ça redéfinit bien le caractère de La Bruyère. Alors là, on s'éloigne de la structure, de l'œuvre en tant que telle, mais effectivement, il se met en scène sans se mettre vraiment en scène. Il y avait cette discrétion chez on le qualifiait d'ailleurs de timide, réservé, voire Mhm. maladroit, dans le monde. Et certains chroniqueurs de l'époque disaient qu'aussi il avait une conversation d'ailleurs peu brillante. Donc il a excellé par l'écriture. Alors il s'est rattrapé de cette façon-là. Mais c'est très, très juste et ce que tu dis a un autre intérêt, Mmh. c'est que quand on analyse une œuvre, on Mmh mh. analyse la textualité Mmh, de mmh, l'œuvre, mmh. ses figures de style, etc. Mais on peut apporter des éléments à partir du moment où ces éléments sont éclairants. Mmh. Et ce que tu dis est très éclairant parce que il n'y a pas forcément adéquation entre le brio d'un auteur dans la vie Mmh. publique et la force de son œuvre. Même souvent, c'est très en décalage. J'ai envie de dire Donc ça, heureusement c'est déjà un d'ailleurs. premier. Oui, et puis deuxième élément, c'est que à cette époque-là, toujours pour faire le Mmh. lien entre le biographique et Mmh, mmh, mmh. le stylistique, si on peut dire, c'est qu'il y a une volonté de simplicité Mmh. chez La Bruyère. Mmh Il mh. faut bien comprendre que dans cette partie du siècle, un siècle où, je répète, il y a quand même c'est un peu plus maussade, la fin du XVIIe siècle, Oui. parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, la guerre, les guerres de religion, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, les épidémies, le roi qui vieillit, qui devient beaucoup plus dévot. Mais Sous il y a l'influence de Madame de donc l'idée Maintenon aussi. absolument, l'influence de Madame de Maintenon, Mmh. qui est pas du tout la même, qui n'a pas du Ah tout le non, même caractère que Madame de Montespan, ça c'est important de le ça c'est préciser. important, oui. Mais en fait, au début, dans la première partie du XVIIe siècle, c'était plus flamboyant, c'était plus baroque, c'était plus héroïque, etc. Là, on est plus, effectivement, dans une recherche de simplicité, de Mmh. justesse dans l'observation. Mmh. Donc, on en vient à notre cœur de cible lors de Mmh. cet épisode, c'est-à-dire à la structure. Oui. Finalement, il y a une espèce de volonté quand même de ne pas être dans quelque chose d'impressionniste. On part dans tous les Mmh. sens, on dit une chose, puis on dit une autre. Non, en fait, on voit bien que sous couvert de petites remarques, petits portraits, en réalité, il dresse Mmh. véritablement un panorama de la société et il tire, ce terme qu'on a déjà employé, Mmh. des lois de comportement. Mmh. Donc c'est comme si, au final, il retombait sur ses pieds. Il était parti de Théophraste. Oui. Théophraste, il était un peu chiant entre nous, Ouh vraiment là! avec des guillemets. Oui, non, mais j'ose le dire, mais doucement. C'est-à-dire que d'abord, Vas-y, est-ce que dis-le tu lis doucement. Théophraste, Cécile? Cécile, est-ce que tu lis Théophraste? Je suis sûr que tu ne lis pas tant que ça. Donc, Je ne en mets pas fait, de citation de ce Théophraste dans qu'apporte ma salle de cours aussi, je te rassure.
Voilà. Non, je le dis de façon un petit peu excessive, Mmh. évidemment, parce que c'est un modèle de la Ouais. Bruyère. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il n'y a pas l'humour, il n'y a pas le Oui, pittoresque c'est qu'on vrai. a chez la Bruyère. Mmh. Je vais te donner un Sec, exemple c'est là un peu sec, Théophraste. ce que je veux dire. Voilà, c'est un peu sec. Donc, en réalité, c'est quand même un modèle. Donc, Oui. d'une certaine façon, la Bruyère, il a gardé, Mmh. et ça, par rapport à notre épisode, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il a gardé une structure. Oui. C'est-à-dire qu'il a bien compris que, bien sûr, il va être plaisant, Mmh. bien sûr, il va vouloir amuser, il va vouloir faire la Mmh. satire, etc. Mais il faut garder une structure. Et c'est Dans là un où on cadre revient sur rigide. Ouais. Mmh. instruire et plaire. On Oui, revient tout sur à la même fait. chose. Et l'esprit Et c'est ça classique qui est aussi, intéressant. qui invite à cette rigueur aussi de donc en Oui, fait, c'est une vraie stratégie. C'est-à-dire il met un cadre, on va dire une forme rigide dans laquelle, il va justement pouvoir déployer toutes ces diversités, d'écriture, hein, comme tu parlais des passages brefs, ou plus longs. C'est ça aussi sa force et ce qui, à mon avis, fait que, il est savoureux parce qu'il y a cette richesse, en fait, dans la diversité. absolument. Mmh. Et peut-être j'ajouterais à ce que tu Mmh. dis le fait qu'on a plaisir Ouais. à lire La Bruyère oralement, à Mmh. haute voix, Oui. comme le faisaient les gens de cour, les lettrés, les Voilà. lecteurs de son époque. Je prends un exemple Oui, de la cour, hein, c'est un oui, passage que j'aime bien. Euh, on a parlé de sketch. oui, Théodote, avec un habit austère, a un visage comique et d'un homme qui entre sur la scène. ouais. Sa voix, sa démarche, son geste, son attitude accompagnent son visage. Il est fin, cauteleux, Mmh. doucereux, mystérieux. Il s'approche de vous et il vous dit à l'oreille, voilà un beau temps, voilà un grand dégel, etc., etc. Donc, en fait, c'est comme si on le voyait, ce Oui, c'est personnage. très C'est comme visuel. si, et là, pour le coup, Oui, c'est vraiment dit, hein, puisqu'il ouais, entre en scène. ouais. Donc, je trouve qu'il y a, dans les portraits en particulier, de la Mmh. Bruyère, il y a cette idée que ce sont des petites scénettes et on a J'allais te le vraiment un dire. personnage Oui, qu'on met sur scène. oui, parce que c'est aussi, le Et on a des 17e, c'est le personnages siècle du qui... théâtre, donc effectivement. Ben Peut-être que oui, pour nos élèves, ça sera mieux à l'écrit de parler non pas de sketch, mais de scénette. exactement. Là, Peux-tu on est rappeler dans... l'orthographe de scénette? Donc, vas-y, je t'en prie, vas-y, S. scénette. Alors souvent, ils écrivent ça comme une scène de théâtre, mais on est d'accord, Ouais. hein, là, je m'adresse aux Mhm. élèves. Scénette, S-A-Y-N-E, accent grave, T-E, pas de confusion. Et voilà, donc rappel orthographique. Mais ce qui est intéressant, en continuité de ce que Oui. tu dis, c'est que, puisque tu parles de théâtre, Mmh, les élèves, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure mmh, sur La Fontaine, mmh. j'insiste beaucoup Oui. sur ce point-là, il faut qu'ils partent de ce qu'ils savent. Mmh. Donc, en général, ils connaissent quelques fables et ils connaissent aussi quelques Un pièces, peu de quelques théâtre. farces de Molière, Oui, en particulier. Donc, ils peuvent très bien faire des rapprochements bien sûr. entre certains caractères, Mmh, où on va voir, par exemple, un personnage qui va ressembler à Tartuffe. mmh, À d'autres moments, on va voir un personnage qui va ressembler à Harpagon dans l'Avare. mmh. Donc, on peut très bien dire qu'il y a une dimension très théâtrale, avec des caractères qui sont poussés parfois jusqu'à la caricature, hein. Oui, bien sûr. Et donc là, on passerait du placere et docere au Mhm. castigat ridendo mores, c'est-à-dire on fustige la société, on la critique par le rire. Et donc cet aspect-là, je pense qu'Anthony, tu l'aborderas aussi, dans un prochain épisode où tu parleras de l'écriture, la spécificité de l'écriture, après la structure, l'écriture de Jean de la Bruyère, il me semble. Eh bien, écoute, Cécile, je suis ravi de poursuivre cette entreprise avec toi, mais je trouve que ta citation latine clôt parfaitement cet épisode. Allez, encore une fois, merci Anthony pour, cette savoureuse conversation que nous avons autour de Jean de la Bruyère et on te dit à très vite sur Clapotis. Merci Cécile, à bientôt.